La pluie martelait les pavés de la rue Rivoli comme un reproche incessant du ciel parisien. Éclair Duval. La reine incontestée des fusions-acquisitions dans les tours de verre de la Défense. Sentit son cœur se serrer à la vue de cette silhouette recroquevillée sous l'auvent d'un café fermé. Elle avait vu des centaines de visages anonymes défiler dans sa vie de luxe aseptisée. Mais celui-ci, ses yeux bleus, perçant comme des éclats de saphir brisés, la transperça comme une lame invisible, la forçant à s'arrêter net. Son parapluie noir claquant contre le sol. En un instant, tout bascula. Claire, qui n'avait jamais tendu la main qu'aux actionnaires, murmura d'une voix tremblante, « Entrez. S'il vous plaît. Entrez chez moi. » Sophie Laurent releva la tête. Ses cheveux noirs collés par l'eau formant des mèches anarchiques sur son front pâle. Et un frisson la traversa non pas de froid, mais d'une méfiance instinctive forgée par 3 années de nuit à la merci des boulevards impitoyables de la capitale. Elle était une ombre parmi les ombres. Une ancienne étudiante des beaux-arts chassée par la dépression et un loyer qui rongeait les rêves comme de l'acide. Serrant contre elle un carnet de croquis jaunis où chaque page hurlait des portraits volés aux passants indifférents. « Pourquoi moi ?» souffla-t-elle. Sa voix rauque et raflée par le vent. Mais Claire, avec une détermination farouche qui masquait sa propre solitude béante, insista, parce que ce soir, Paris nous doit une chance. Le bureau de Claire occupait le dernier étage d'une tour élancée face à la Seine. Un sanctuaire de marbre blanc et de baies vitrées où les lumières de la ville scintillaient comme des promesses non tenues. Sophie franchit le seuil avec l'hésitation d'un animal traqué. Ses bottes boueuses laissant des traces sombres sur le tapis perçant. Et Claire, sentant une vague de culpabilité la submerger, referma la porte sur le tumulte extérieur. « Asseyez-vous, » dit-elle en désignant un fauteuil de cuir souple. Ignorant le chaos intérieur qui la rongeait, à 35 ans. Elle régnait sur un empire financier bâti sur des ruines familiales, un père absent. Une mère alcoolique disparue dans les brumes de Provence et pourtant, face à cet inconnu, elle se sentait nue. Exposée comme un bilan comptable falsifié. Sophie s'effondra dans le siège. Ses doigts tremblants effleurant le tissu luxueux. Et pour la première fois depuis des mois, elle osa respirer sans craindre l'asphyxie de la survie. « Je m'appelle Claire, » murmura-t-elle en versant une tasse de thé fumant. Ses mains aristocratiques trahissant une maladresse inhabituelle. Sophie leva les yeux. Et dans ce regard croisé, un courant électrique passa, un mélange de gratitude et de défi. Comme si l'univers conspirait à tisser un fil invisible entre leurs destinées brisées. « Sophie, » répondit-elle simplement. Et déjà, les mots jaillissaient. Libérés par la chaleur bienvenue, des bribes de son passé. Les toiles inachevées dans un atelier perdu. Les nuits où elle dessinait les visages des amoureux éphémères pour oublier la sienne. Claire écoutait. Hypnotisée. Oubliant les emails urgents qui bipaient sur son ordinateur. Car pour la première fois, elle n'était plus la prédatrice des salles de conseil, mais une femme assoiffée de vérité brute. La conversation s'étira comme un vin rouge corsé. Révélant des couches inattendues, Sophie avoua comment un amour dévastateur, une femme aux courbes de violon, partie pour un galeriste new-yorkais, l'avait jetée dans l'abîme. Tandis que Claire, les joues rosies par le feu de cheminée qu'elle alluma d'un geste théâtral, confia ses propres cicatrices. Ses nuits solitaires dans son appartement haussmannien où les miroirs renvoyaient l'image d'une lesbienne refoulée. Mariée à son travail pour fuir les murmures homophobes de son enfance bourgeoise à Lyon. Vous me rappelez moi. Il y a 10 ans. Dit Claire. Sa voix se brisant sur un rire nerveux. Et Sophie, sentant une étincelle allumer son cœur engourdi,
Osa, et si ce n'était pas un hasard? Mais un appel. Bientôt. L'aube perça les volets roulants automatisés, peignant le bureau en teinte rosée qui adoucissait les angles durs des meubles design. Sophie s'était assoupie, la tête inclinée contre le dossier. Son souffle régulier contrastant avec le tourbillon qui agitait Claire, elle avait annulé une réunion cruciale avec des investisseurs japonais, prétextant une urgence personnelle. Et maintenant, face à cette dormeuse vulnérable, elle se surprit à tracer du regard les lignes fines de son visage, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, ses cils sombres comme des traits de fusain. Un désir interdit, longtemps étouffé sous les couches de rationalité professionnelle, remonta à la surface, faisant battre son pouls avec une violence qu'elle n'avait pas connue depuis son premier baiser volé dans les ruelles de la butte Montmartre. À l'époque où elle était encore une étudiante en droit rêvant d'art plutôt que de contrat. Quand Sophie s'éveilla, clignant des yeux sous la lumière crue, elle trouva Claire penchée sur elle. Un plateau de croissants frais et de fruits exotiques posé sur la table basse. « Vous avez dormi comme une pierre ?» dit Claire avec un sourire timide. Mais ses yeux trahissaient une intensité nouvelle. Un appel muet qui fit rougir Sophie jusqu'aux oreilles. Je ne sais pas comment vous remercier, balbutia-t-elle, se redressant maladroitement. Son manteau séchait pendant désormais comme une armure trop lourde. Claire secoua la tête, s'asseyant à ses côtés avec une proximité qui fit frissonner l'air. Ne remerciez pas. Dites-moi plutôt ce que vous dessinez dans ce carnet. Sophie hésita. Puis, d'un geste presque sacré, ouvrit les pages jaunies, révélant un monde de portraits vivants, des couples enlacés sous la pluie, des solitaires au regard hanté, des nus féminins aux courbes sensuelles qui évoquaient les sculptures de Rodin revisitées par une main moderne et tourmentée. Claire, fascinée, effleura une esquisse d'une femme aux cheveux courts. Et un choc la traversa, c'était elle. Ou du moins une version d'elle-même. Capturée dans un instant de vulnérabilité qu'elle n'avait jamais osé affronter. C'est incroyable, murmura-t-elle, sa voix rauque d'émotion. Et Sophie, osant pour la première fois un contact, posa sa main sur celle de Claire. C'est vous qui l'êtes. Une muse inattendue dans un monde de gris. Leur premier toucher fut comme une étincelle sur de la poudre sèche. Claire se figea. Puis, dans un élan impulsif, attira Sophie contre elle. Leurs lèvres se frôlant dans un baiser hésitant qui explosa en une tempête de passion retenue. Paris s'éveillait en contrebas, indifférente à ce séisme intime. Mais pour elle, le temps s'arrêta à un baiser salé de larmes et de promesses, où les barrières sociales s'effritèrent comme du papier mâché sous la pluie. Sophie, les mains tremblantes dans les cheveux de Claire, sentit les murs de sa solitude s'effondrer. Tandis que Claire, libérée d'un carcan qu'elle s'était imposé, goûta à la saveur âpre de la liberté vraie. Pourtant, l'euphorie fut de courte durée. Le téléphone de Claire vibra avec insistance. Rappel cruel du monde extérieur, son assistante, paniquée, annonçait l'arrivée imminente de son frère aîné, héritier présomptif de la fortune familiale, venu pour une confrontation inévitable sur la succession. Il ne peut pas vous voir comme ça, souffla Claire, se détachant à regret, le cœur battant la chamade. Sophie, reprenant son souffle, comprit l'enjeu, dans les cercles huppés de Saint-Germain-des-Prés. Une liaison avec une sans-abri était un scandale qui pouvait tout balayer. Mais au lieu de fuir, elle serra la main de Claire. Alors,
Protégeons-nous. Ensemble. Elles se rhabillèrent en hâte. Sophie enfilant un chemisier prêté par Claire qui flottait sur sa silhouette frêle comme une cape de super-héroïne improvisée. Et Claire, rectifiant son chignon impeccable, se prépara à affronter l'orage familial. Le frère Antoine Duval, un homme de 40 ans au costume sur mesure et au regard calculateur, entra comme un ouragan, ses pas claquant sur le marbre. Claire, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Annuler une réunion pour... Quoi? Une crise existentielle. Gronda Théil, ignorant Sophie qui se tenait en retrait, feignant d'être une employée subalterne. Claire, le menton haut, riposta avec une froideur acérée, c'est ma vie. Antoine, pas un bilan à équilibrer. Mais il aperçut alors le carnet ouvert sur la table. Les dessins intimes. Et son visage se durcit en un masque de dégoût puritain. Et ça? Une de tes fantaisies. Tu sais ce que père dirait. Sophie, sentant la rage monter, intervint d'une voix ferme, ce que votre père dirait n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est ce que Claire choisit maintenant. Le silence qui suivit fut assourdissant, chargé de la foudre d'un drame qui ne faisait que commencer. Antoine éclata d'un rire amer, balayant l'air d'un geste dédaigneux. Et qui êtes-vous? Vous. Une clocharde ramassée dans la rue. Claire, tu dérailles. Pense à la famille, à l'entreprise. Les mots frappèrent comme des gifles. Et Claire, protégeant Sophie d'un bras possessif, sentit une colère viscérale l'envahir, une rage contre les chaînes invisibles de l'héritage Duval. Forgé dans les salons feutrés de Neuilly-sur-Seine où l'amour véritable était relégué au rang de faiblesse. Sors d'ici, Antoine. Ou je te jure que je vends tout, les actions, les propriétés. Notre nom si souillé par ton hypocrisie. Il partit en claquant la porte, laissant un vide empli d'adrénaline et de peur. Sophie, les yeux brillants de larmes contenues, se tourna vers Claire. Je ne veux pas être ton fardeau. Mais Claire, la serrant fort, murmura contre sa peau, tu es ma lumière. Sophie, et pour toi, je brûlerai tout. Les jours suivants furent un tourbillon de secreties et de passions volées. Paris se muant en complice bienveillant de leur idylle naissante. Claire installa Sophie dans un petit appartement meublé près du canal Saint-Martin. Un havre bohème aux murs couverts de graffitis artistiques où l'odeur de café fraîchement moulu masquait les relents de solitude passée. Chaque matin, avant que le soleil ne dore les péniches endormies, elles s'éveillaient enlacées, leurs corps entrelacés comme des racines affamées, explorant les contours de l'autre avec une tendresse qui effaçait les cicatrices. Sophie redécouvrait la peinture. Ces toiles éclatant de couleurs vives des nus de Claire baignées de lumière filtrant par les fenêtres mansardées. Symbole d'une renaissance érotique et spirituelle. Mais le drama familial couvait comme un feu sous la cendre. Antoine, piqué au vif, ourdit un plan sournois, il contacta des journalistes people, laissant fuiter des rumeurs sur les « écarts de conduite » de sa sœur, menaçant de torpiller sa réputation dans les colonnes du Figaro. Claire, alertée par un appel anonyme, sentit la panique l'étreindre lors d'un dîner d'affaires au Plaza Athénée, où les regards obliques de ses pairs laissaient présager l'orage. « Il parle de nous », confia-t-elle à Sophie ce soir-là, effondrée sur le lit défait, ses larmes coulant sur les draps de soie. Sophie, au lieu de reculer,
La releva avec une force surprenante, alors. Affrontons-les. Ensemble. Nous sommes invincibles. Leur première sortie publique fut un acte de défi pur, un vernissage dans une galerie du Marais. Quartier vibrant où la communauté LGBTQ+ pulsait au rythme des bars enfumés et des pride flags flottant au balcon. Sophie exposait pour la première fois depuis son effondrement. Ses œuvres, un triptyque intitulé « Ombre entrelacée », capturant l'essence de leur rencontre, la femme riche tendant la main à l'ombre. Leurs silhouettes fusionnant en une explosion de bleu et de or. Claire. Vêtue d'une robe fourreau noire qui épousait ses formes avec élégance fatale. Se tenait à ses côtés. Main dans la main. Ignorant les murmures et les flashs des photographes tapis dans l'ombre. La foule. Un mélange d'artistes excentriques et de critiques snobs. S'agglutina autour des toiles. Et bientôt. Une voix familière trancha l'air, celle de Margot. L'ex-amante de Sophie. Revenue de New York avec un air de propriétaire outragé. Sophie. Ma chérie. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Et avec elle. Sifflatait-elle. Ses ongles manucurés s'enfonçant dans le bras de Sophie comme des serres. Claire. Sentant la jalousie la ronger. Intervint d'une voix glaciale, laissez-la tranquille. Elle n'est plus à vous. La tension monta d'un cran. Margot riant avec mépris, une bourgeoise qui joue à la sauveuse. Combien de temps avant que tu la jettes? Comme un vieux contrat foireux. Sophie. Le cœur déchiré entre passé et présent. Repoussa Margot avec une fermeté nouvelle, c'est fini. Margot. Claire m'a vu. Vraiment vu. Toi. Tu n'as fait que posséder. La scène attira les regards. Et bientôt. Un journaliste opportuniste immortalisa le clash. Transformant leur nuit en une bombe à retardement médiatique. Dehors. Sous les néons clignotants de la rue de Birague. Claire et Sophie s'enfuirent en riant nerveusement. Leurs lèvres se scellant dans un baiser fiévreux qui défiait le monde entier. Pourtant. Le retour à la réalité fut brutal. Antoine. Armé des photos volées. Convoqua Claire dans le manoir familial à Versailles. Un palais de marbre froid où les portraits ancestraux toisaient les vivants avec dédain. Choisis, ta carrière ou cette aberration. Lança-t-il. Brandissant un dossier de chantage des preuves fabriquées de malversations financières impliquant Sophie. Absurde mais accablant. Claire. Face à ce chantage viscéral. Sentit son univers chanceler, aimer Sophie signifiait renoncer à tout l'empire. La sécurité. L'héritage qu'il avait forgé. Mais en pensant aux nuits où Sophie murmurait des poèmes de Baudelaire contre sa peau. Elle sut, je choisis l'amour. Et toi? Frère. Choisis de nous laisser vivre. La confrontation culmina en une explosion émotionnelle, Antoine. Révélant sa propre homosexualité refoulée. Brisé par un père tyrannique. S'effondra en sanglots. Avouant que sa haine n'était qu'un miroir de sa peur. Claire. Émue malgré tout. L'étreignit, nous sommes tous brisés. Antoine. Mais nous pouvons nous réparer. Ce moment de vulnérabilité fraternelle scella une trêve fragile. Mais le vrai test les attendait, la presse. Déchaînée. Transforma leur histoire en feuilleton national. Les accusant de « scandale bourgeois » dans les tabloïds. Sophie. Submergée par la notoriété forcée. Douta pour la première fois, et si je te ruine vraiment? Claire. La serrant dans les bras sous le ciel étoilé de Montmartre.
répondit d'une voix farouche, alors. Nous renaîtrons des ruines. Plus forte. L'été enveloppa Paris d'une chaleur languide, transformant les quais de la Seine en un théâtre de sueur et de confidences chuchotées. Claire et Sophie, désormais inséparables, naviguaient ce nouveau chapitre avec une audace mêlée d'appréhension. Claire avait démissionné de son poste de PDG, optant pour une reconversion en mécénat artistique, finançant des ateliers pour artistes marginalisés dans les banlieues oubliées de Pantin. Sophie, galvanisée, peignait avec une ferveur renouvelée, ses expositions se multipliant dans les galeries alternatives du 11e arrondissement, où les murs suintaient d'histoires d'amour non conformes. Leur routine devint un ballet sensuel, matin paresseux dans le lit au drap froissé, où les caresses de Sophie traçaient des cartes invisibles sur la peau de Claire, éveillant des désirs qu'elle croyait éteints. Après-midi volé dans les jardins du Luxembourg, main dans la main sous les regards complices des statues antiques. Soirée où elle dansait sur des airs de Édith Piaf dans l'appartement rénové, riant des articles absurdes qui les dépeignaient comme « le duo improbable de l'année ». Mais sous cette idylle, des ombres planaient. Margot, rancunière, s'était alliée à Antoine pour une vengeance mesquine, diffusant des rumeurs sur le passé de Sophie, une accusation infondée de plagiat qui menaçait sa crédibilité naissante. Un soir de juillet, lors d'une réception privée chez un collectionneur influent dans un hôtel particulier du faubourg Saint-Honoré, le couperet tomba. Une journaliste, envoyée par Margot, confronta Sophie publiquement. « Mademoiselle Laurent, on dit que vos œuvres sont inspirées, disons, empruntées à une artiste berlinoise. Comment répondez-vous » La salle se tut. Les coupes de champagne suspendues en l'air. Et Sophie, blême, sentit le sol se dérober. Claire, à ses côtés, intervint avec une dignité royale. Ces allégations sont des mensonges éhontés. Sophie est un génie original, et quiconque suggère le contraire sera poursuivi. Mais le mal était fait, les invités murmurèrent. Et Sophie, brisée, s'enfuit dans les jardins sombres, pleurant sous un saule pleureur. Claire la rejoignit, la trouvant recroquevillée, son maquillage coulant en traînées noires. « Je suis toxique pour toi », sanglota Sophie, repoussant ses avances. Claire, agenouillée dans l'herbe humide, la força à la regarder. « Non. Tu es ma muse. Mon feu. Et ce feu, il nous consumera si nous le laissons seul. Luttons. Ensemble. » Elles s'embrassèrent alors avec une urgence désespérée, leurs corps pressés contre l'écorce rugueuse, transformant la douleur en une passion qui défiait les étoiles indifférentes. Le lendemain, Claire lança une contre-attaque magistrale. Elle organisa une conférence de presse dans son ancien bureau, invitant des experts en art à authentifier les toiles de Sophie en direct. Les résultats, unanimes, innocentaient l'artiste, exposant le complot de Margot qui, humiliée, s'effondra en excuses publiques sur les réseaux sociaux. Antoine, témoin de la résilience de sa sœur, rompit définitivement avec les intrigues familiales, choisissant l'exil volontaire en Toscane pour affronter ses démons. Libérée de ses chaînes, Claire et Sophie plongèrent dans une lune de miel improvisée, un voyage en train vers la Côte d'Azur, où les vagues azurées de Nice léchaient les galets comme des amants impatients. Dans une villa perchée sur les falaises d'Aise, elles firent l'amour sous les oliviers centenaires, leurs cris étouffés par le Mistral, tissant des promesses d'éternité. Tu m'as sauvé ?
murmura Sophie un soir. Sa tête sur la poitrine de Claire. Non. Nous nous sommes sauvés mutuellement, répondit Claire, caressant ses cheveux. Le cœur gonflé d'une gratitude infinie. Pourtant, le destin, capricieux comme une muse grecque, réservait encore un coup de théâtre, lors d'une balade sur la promenade des Anglais. Sophie s'effondra. Victime d'une crise cardiaque foudroyante, c'est qu'elle ignorait de ses années de malnutrition et de stress. Claire, hurlant son nom, appela les secours. Le monde se réduisant à ce corps inerte sur le sable chaud. À l'hôpital de Nice. Dans une salle d'attente stérile imprégnée d'antiseptiques. Claire pria pour la première fois depuis l'enfance. Barguignant avec un Dieu qu'elle avait renié, ne me la prends pas. Pas maintenant. Les heures s'étirèrent en éternité. Et quand le médecin émergea, Claire retint son souffle. Elle va s'en sortir. Mais elle a besoin de repos absolu. Le soulagement fut un raz-de-marée, Claire veilla au chevet de Sophie, lui lisant des extraits de Le Petit Prince jusqu'à ce que ses paupières papillonnent. Promets-moi qu'on vivra pleinement, murmura Sophie. Faible mais combative. Claire. Les larmes aux yeux. C'est là le pacte d'un baiser, je le jure. Sur notre amour. L'automne revint à Paris avec ses feuilles rousses virevoltant comme des confettis mélancoliques. Et Sophie, remise de son épreuve, émergea transformée, plus forte, plus ancrée. Sa peinture imprégnée d'une profondeur nouvelle. Explorant les thèmes de la fragilité humaine et de la résilience queer dans une série intitulée « Cœur en exil ». Claire, de son côté, lança une fondation dédiée aux femmes LGBTQ+ en précarité. Offrant des bourses et des refuges inspirés par leur propre histoire, un acte de rédemption qui transforma son legs financier en un phare humanitaire. Leur relation, affinée par les tempêtes, fleurit en une intimité profonde, des dîners aux chandelles dans des bistrots cachés de Belleville, où elle partageait des escargots et des rires complices. Des week-ends dans la campagne normande, marchant main dans la main sur les falaises battues par les vents, chuchotant des rêves d'adoption future, d'une famille tissée de couleurs arc-en-ciel. Mais le passé, tenace, ressurgit sous la forme d'une lettre anonyme, Margot, rongée par la jalousie, avouait son rôle dans la crise cardiaque non pas directement, mais par le stress amplifié de ses manigances, et implorait pardon, révélant sa propre descente aux enfers. Internée en clinique psychiatrique. Sophie, confrontée à cette confession lors d'une soirée pluvieuse, hésita entre haine et compassion. Claire, sentant le conflit la déchirer, organisa une rencontre supervisée dans un café discret du quartier latin. Margot apparut, amaigrie, les yeux cernés de regret. J'ai voulu te détruire parce que tu m'as quitté. Mais c'est moi qui me suis perdue. Pardonne-moi. Pour que je puisse guérir. Sophie, après un silence poignant, tendit la main. Le pardon n'efface pas la douleur, mais il libère. Va. Et trouve ta paix. Ce geste cathartique scella la guérison de Sophie. Et Claire, témoin muet, sentit une fierté immense l'envahir. L'amour n'était pas possession, mais élévation mutuelle. Noël approcha, enveloppant Paris d'un manteau de lumière scintillante. Et avec lui, une nouvelle épreuve, la mère de Claire, revenue des ombres après des années de silence, débarqua sans préavis dans l'appartement du canal Saint-Martin. Élise Duval,
Une femme de 60 ans très altérée par l'alcool mais aux yeux encore vifs. Fixa Sophie avec un mélange de curiosité et de jugement, une artiste. Comme moi. Autrefois. Avant que ton père ne m'étouffe. La révélation foudroya Claire, sa mère. Lesbienne refoulée. Avait fui un mariage arrangé pour sombrer dans l'oubli. Les jours suivants furent un drame familial poignant, dîner tendu où Élise racontait ses amours clandestines dans les cabarets des années 80. Pleurant sur les injustices d'une époque homophobe. Sophie. Empathique. L'encouragea à peindre à nouveau. Et bientôt. Les trois femmes partageaient un atelier improvisé. Riant aux éclats devant des toiles maladroites. Mais la réconciliation cule en crise quand Élise, ivre de souvenirs, accusa Claire de répéter ses erreurs, ne la perds pas. Comme je t'ai perdu. Claire. Blessée. Explosa, tu m'as abandonné. Comment oses-tu? Sophie. Médiatrice. Les réunit dans une étreinte collective. Transformant la douleur en pont. Au réveillon. Sous un sapin orné de guirlandes artisanales. Élise leva son verre, à nous. Les femmes qui osent aimer au-delà des chaînes. Ce toast marqua un tournant, la famille recomposée. Forgée dans le feu du pardon. Devint un rempart contre les vents contraires. Pourtant. Le plus grand drama se profilait, une offre tentante d'un magnate américain pour racheter la fondation de Claire. Promettant gloire mondiale mais exigeant un effacement de l'aspect queer pour universalité. Claire. Tiraillée. Confia à Sophie lors d'une nuit blanche, c'est ma chance de changer le monde. Ou de le trahir. Sophie. Les yeux brillants. Répondit, choisis ton cœur. Le monde a besoin d'authenticité. Pas de compromis. Claire déclina l'offre publiquement. Lors d'une keynote TEDx à la Sorbonne. Où elle raconta leur histoire brute, l'amour inattendu nous a sauvés. Ne craignez pas les tournures imprévues. Elles sont les portes de la vraie vie. La salle ovationna. Et Sophie. Dans les coulisses. L'embrassa avec une fierté débordante. Le printemps éclosit à Paris avec une douceur insolente. Les cerisiers du jardin des plantes saupoudrant les allées de pétales roses comme des confettis de joie. Claire et Sophie. Ancrées dans leur amour mature. Planifièrent un avenir concret, un mariage civil discret à la mairie du 4e arrondissement. Entourés d'amis artistes et d'alliés inattendus comme Antoine. Revenu apaisé de Toscane avec un compagnon discret. La cérémonie. Sous un ciel azur. Fut un hymne à la simplicité, veut murmurer devant un officier bienveillant. Alliance en or martelée forgée par un joaillier queer de Montreuil. Et un banquet improvisé dans un pique-nique au Cheux de Mar. Où les rires fusaient au rythme des accordéons gitans. Mais le bonheur. Comme un vin trop jeune. Pétillait d'instabilité. Une ancienne rivale de Claire. Une avocate ambitieuse nommée Isabelle. Réapparue avec une proposition alléchante, une fusion d'entreprises qui propulserait la fondation au niveau international. Mais impliquant des voyages incessants et une séparation prolongée. Claire. Tentée par l'impact potentiel. Accepta initialement. Ignorant le malaise croissant de Sophie qui, rongée par l'insécurité, replongea dans des toiles sombres. Peignant des silhouettes solitaires sous des pluies torrentielles. Le conflit éclata lors d'un dîner aux chandelles autour d'argent. Avec vue panoramique sur Notre-Dame renaissante. Tu pars encore. Pour combien de temps? Lança Sophie. Sa fourchette claquant contre l'assiette de canard à l'orange. Claire.
Surprise. Riposta, c'est pour nous. Pour notre cause. Tu ne vois pas. Les mots blessants fusèrent accusation de négligence. Peur d'abandon culminant en une scène déchirante où Sophie quitta la table en larmes. Errant seule dans les rues nocturnes vers la Seine. Claire. Paniquée. La chercha des heures. La trouvant assise sur un banc près du pont des Arts. Les cadenas d'amour caducs scintillant sous les réverbères. Je ne supporte pas l'idée de te perdre à nouveau. Avoua Sophie. Voix brisée. Claire. S'agenouillant dans la poussière. Confessa, moi non plus. J'ai cru que le succès valait plus que nous. Mais je me trompais. Rentrons. Et construisons à deux. Leur réconciliation fut ardente, un amour refait sur les pavés humides. Leur corps fusionnant sous la tour Eiffel comme un serment au ciel parisien. Refusant la fusion. Claire pivota vers un modèle collaboratif local. Renforçant les partenariats avec des associations comme SOS Homophobie. Sophie. Libérée. Lança une exposition itinérante sur les histoires lesbiennes françaises. De Georges Sand à nos jours. Qui fit sensation au Centre Pompidou. Attirant des milliers de visiteurs émus. L'été les porta vers une retraite dans les vignobles de Bordeaux. Où elles apprirent le vin et l'amour lent. Dormant dans des châteaux ancestraux aux murs imprégnés d'histoires d'amours interdites. Là. Sophie surprit Claire avec une toile monumentale, leur portrait enlacé. Entouré de vignettes de leur parcours la pluie initiale. Le baiser volé. Les tempêtes traversées intitulées « Tournure inattendue ». C'est notre legs, dit-elle. Et Claire. Émue aux larmes. Promis, et notre éternité. Pourtant. Un dernier drame familial surgit, Élise. Diagnostiquée d'un cancer fulgurant. Confia à Claire un secret dévastateur, l'existence d'une sœur cadette. Abandonnée à la naissance pour cacher son orientation. La quête de cette sœur perdue mena à une confrontation émouvante à Marseille. Dans un quartier portuaire grouillant de vie méditerranéenne. La sœur. Léa. Une pêcheuse lesbienne de 40 ans aux bras tatoués de vagues. Accueillie d'abord avec hostilité, vous venez réclamer quoi? Mon pardon pour une mère fantôme. Les semaines suivantes furent un tourbillon de réconciliation, voyage en ferry vers les Calanques. Où Léa raconta ses batailles contre la précarité et l'homophobie provençale. Dîners familiaux tendus mais croissants. Où Sophie jouait les pacificatrices avec son humour pince sans rire. Élise. Affaiblie mais rayonnante. Vit enfin sa famille réunie. Et dans ces derniers jours. Murmura à Claire, merci de m'avoir aimé à travers mes fautes. Sa mort. Paisible dans une chambre d'hôpital donnant sur la mer. Laissa un vide. Mais aussi un héritage, une unité forgée dans le deuil. Claire et Sophie. Gardiennes de ce flambeau. Adoptèrent symboliquement Léa dans leur cercle. Transformant la perte en force collective. L'hiver s'installa doucement à Paris. Avec ses brumes enveloppantes le long des boulevards Haussmann. Et Claire et Sophie. Enrichies par les épreuves. Se tournèrent vers l'avenir avec une sérénité conquise. La fondation prospérait. Devenant un pilier pour des centaines de femmes comme Sophie, jadis des refuges artistiques dans les ateliers de Belleville. Des thérapies gratuites dans les sous-sols du Marais. Des Pride Events qui illuminaient les nuits d'été. Claire. Désormais consultante indépendante. Écrivait un mémoire sur l'empowerment queer en entreprise. Tandis que Sophie. Acclamée comme une voix majeure de l'art contemporain. Préparait une résidence à la Villa Médicis à Rome.
invitant Claire à la rejoindre pour des escapades italiennes ponctuées de gelati et de baisers volés sous les fontaines de Trévi. Leur quotidien, teinté de routine amoureuse, regorgeait de petits drames domestiques qui les faisaient rire, des disputes sur le choix de Netflix, Claire pour les documentaires financiers, Sophie pour les romances indécentes résolues par des câlins sur le canapé. Des matins où Sophie peignait les orteils de Claire en arc-en-ciel pendant qu'elle sirotait son espresso. Des soirées où elles invitaient Léa et Antoine pour des apéros animés. Où les verres teintaient au toast pour les absents chéris. Mais un nouveau chapitre dramatique s'ouvrit avec l'arrivée inattendue d'une protégée de la fondation. Une jeune immigrée syrienne nommée Amina, de 22 ans. Fuyant l'homophobie mortelle de son pays natal. Amina, aux yeux noirs comme l'ébène et à la voix chantante d'accents orientaux, s'installa temporairement chez elle, apportant une bouffée de fraîcheur et de défis culturels. Sophie, mentor naturel, l'initia à la peinture. Tandis que Claire l'aida à naviguer les bureaucraties françaises impitoyables. La tension monta quand Amina confia un amour impossible pour une co-débatteuse musulmane traditionnaliste. Déclenchant un débat passionné sur l'intersectionnalité, Claire, pragmatique, plaidait pour la prudence. Sophie, idéaliste, pour la rébellion. Une nuit, après une dispute animée, Amina s'enfuit, laissant une note: « Vous ne comprenez pas la peur qui dévore de l'intérieur. » Paniquée, Claire et Sophie la traquèrent dans les ruelles sombres de Barbès. La trouvant prostrée dans un café mort, en pleine crise d'angoisse. Le sauvetage fut un acte d'empathie pure, elles l'écoutèrent des heures, partageant leurs propres failles. Et Amina, brisée mais touchée, revint. Ce sauvetage renforça leur lien. Amina devenant une petite sœur adoptée. Peignant des toiles hybrides mêlant motifs arabesques et nus parisiens qui firent scandale et succès à une expo collective. Parallèlement, un scandale public éclata, un politicien conservateur, candidat au municipal, attaqua la fondation comme un « nid de perversion », menaçant de la démanteler. Claire, outrée, organisa une contre-manifestation géante place de la République, où des milliers de voix queer défilèrent. Banderoles flottant, amour sans frontières. Sophie, au cœur de la mêlée, harangua la foule d'une toile géante déployée comme un étendard, capturant l'essence de la lutte. Le politicien, submergé de par l'opinion publique, se retira. Et la victoire fut célébrée dans une after-party épique au Rex Club, où Claire et Sophie dansèrent jusqu'à l'aube, leurs corps collés dans une transe libératrice. Ces épreuves, loin de les users, les polir comme des diamants, Claire apprit la patience multiculturelle. Sophie la force politique. Lors d'un anniversaire surprise 36 ans pour Claire, fêté sur une péniche privée sur la Seine, Sophie offrit un collier gravé, de l'ombre à la lumière. Toujours. Claire, les yeux humides, répondit par une demande renouvelée: épouse-moi encore. Chaque jour. Le cycle des saisons boucla sa boucle lorsque le printemps suivant apporta la nouvelle la plus transformative, après des mois de démarches administratives acharnées. Claire et Sophie devinrent parents d'une petite fille adoptée. Une orpheline roumaine de 4 ans nommée Elena. Aux boucles brunes et au sourire contagieux qui illumina leur appartement comme un soleil levant. L'arrivée d'Elena fut un drame joyeux, nuit blanche rythmée par des berceuses en français et en roumain. Apprentissage maladroit de couches et de comptines. Mais aussi des moments de grâce où Sophie dessinait les menottes potelées d'Elena. Et Claire racontait des contes de fées lesbiens revisités.
avec des princesses sauvant des dragons ensemble. Leur famille recomposée grandit en harmonie, Léa visitait souvent. Apportant des fruits de mer frais de Marseille et des histoires de mer salée. Antoine, stabilisé avec son partenaire, envoyait des colis de vin toscan. Amina, désormais étudiante aux Beaux-Arts, devint la tata cool qui initiait Elena à la danse orientale. Mais l'équilibre fragile fut testé par une crise personnelle, Claire. Confrontée à un burn-out post-adoption, sombra dans une dépression sournoise, doutant de sa capacité maternelle. Et si je ne suis pas assez? Confia-t-elle à Sophie une nuit. Elena dormant paisiblement entre elles. Sophie, gardienne infatigable, organisa une thérapie de couple au bois de Boulogne, ou sous les chênes centenaires. Elles déballèrent les peurs enfouies, Claire avoua son syndrome de l'imposteur hérité de son père. Sophie sa terreur de l'abandon réactivée par la maternité. Les séances, ponctuées de pleurs et de rires, les menèrent à une intimité plus profonde, où l'amour devint un acte conscient, quotidien. L'apothéose survint lors de la première exposition solo de Sophie au Louvre, un honneur rare pour une artiste émergente. Où Elena, en robe fleurie, trottina jusqu'à la toile centrale, un portrait familial monumental. Claire et Sophie enlacées avec leur fille, symbolisant la résilience queer. La critique acclama, une tournure inattendue qui redéfinit l'amour moderne. Ce soir-là, rentrant à la maison sous une pluie fine rappelant leur rencontre, Claire serra Sophie, de la rue à ce palais. Tu as tout changé. Leur histoire, désormais légende parisienne, inspira des milliers, livres, films. Un podcast viral intitulé « Ombre et lumière ». Mais pour elle, le vrai triomphe était intime ces matins où Elena babillait, maman Claire, maman Sophie. Ces nuits où leurs corps s'entremêlaient en un sanctuaire inviolable. Années plus tard, assises sur un banc du Pont des Arts, chaîne d'amour renouvelée à leurs poignets, elles contemplèrent la Seine coulant éternelle. Quelle tournure inattendue! Murmura Sophie. Claire sourit, l'embrassant doucement, la meilleure de toutes.